Et vous êtes là pourquoi? Pour me reposer. Ah, ça, ici, vous allez même reposer en paix. J'ai rien à faire dans ce mouroir. Faudra en discuter avec le médecin. Trouver une solution. Vous allez me sortir qu'il me reste un mois à vivre, mais que ça va être formidable. C'est vraiment un asile de fous. Mais je dis pas ça pour moi du tout, je suis en train de mourir. On va le sortir hein, quand même. Nous regarderons et nous nous sourirons. Et la main dans la main, par les rues nous irons. Là maintenant c'est le moment de l'échange avec la salle. Ce sera, je suppose, soit Élise, soit Flora. Dit-on la vérité à l'arrivée dans un service de soins palliatifs? Je crois que c'est difficile de savoir de quelle vérité on parle. Alors, j'entends dans la question, c'est est-ce que le patient qui vient en soins palliatifs sait qu'il est en soins palliatifs? Oui. Il y a la question du non. Le patient, c'est toujours quelque chose qui a été discuté avec lui. La venue en unité de soins palliatifs, c'est pas quelque chose qui lui est imposé. Et c'est la raison pour laquelle les patients qui arrivent sur l'unité de soins palliatifs sont toujours évalués, où il y a toujours une rencontre qui est faite avec d'autres équipes, alors soit l'équipe mobile de soins palliatifs, soit l'équipe d'Élise, justement pour dialoguer autour de la possibilité d'une admission en unité de soins palliatifs, des représentations aussi, de ce que ça peut générer comme questionnement pour le patient. Donc, en amont, on travaille cette question et je crois que le patient qui arrive en unité de soins palliatifs, à moins qu'il ait des conditions médicales qui ne le permettent pas, un patient qui serait très confus, qui aurait des troubles neurologiques qui ne permettent pas qu'on ait ce dialogue-là avec lui, c'est en général qu'effectivement il entre dans une unité de soins palliatifs, mais avec toujours un espace pour pouvoir discuter avec lui en amont des représentations. Je vais parler du lieu de Gardanne, du lieu de vie. Ce que je trouve très fort aussi, c'est l'influence de la nature. La nature est très présente dans le regard des acteurs, des vrais acteurs, on peut dire. Et le principe d'une petite unité de soins palliatifs qui est hors des hôpitaux, hors de tout ça. Je reviens de Berlin aussi, où j'ai été voir un hôpital qui se vit à Berlin, mais dans la nature, avec les soins palliatifs aussi. Et je trouve que la France, on est peut-être un peu coincé sur une manière de raisonner hospitalière, alors que là, ils prennent des risques de vivre un peu en dehors de l'hôpital et de mourir tranquillement là. Je me rappelle d'une expérience d'amis de 70 ans qui ont voulu créer un village de retraités et qui ont paniqué parce qu'ils se sont dit mais si on meurt, on est trop loin, on est à 1 heure de route de l'hôpital. Bon, eux ils ont été trop tôt dans l'idée, mais si on est vraiment dans les soins palliatifs, on peut aller dans des espaces-temps qui sont régénérants et qui ne sont pas seulement humains, parce qu'on parle beaucoup trop de l'humain, mais il y a quelque chose qui se passe qui se passe. Qui était ineffable, comme quelqu'un l'a dit, qui est la fantaisie qu'il peut y avoir, mais aussi quelque chose de subtil qui existe grâce à la nature. Voilà, je voulais juste... je trouve que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas d'autres lieux comme Gardanne qui existent. Il y en a très peu en France, je crois. Donc, je sais qu'il y a les freins des travaux publics, enfin des pouvoirs publics, mais je crois qu'on est cantonné un peu trop à l'hospitalier dans le soin palliatif. Et on n'ose pas sortir des murs, voilà. Oui, moi, encore une fois, bien sûr, j'insiste sur le fait que l'on peut tout à fait aider et accompagner donc, au domicile, et qu'on peut, tout en étant encore une fois très disponible, bien sûr, très réactif, efficace, on peut donc permettre à quelqu'un qui le désire, donc, et qui désire de mourir à son domicile, eh bien, on peut y aider la plupart du temps. Je reviendrai juste sur la notion de vérité, parce qu'à domicile, effectivement, donc, on a souvent des difficultés d'abord à dire que nous intervenons dans le cadre des soins palliatifs. Les soins palliatifs font peur. Beaucoup de gens pensent que si on ne parlait que des soins palliatifs, le patient pourrait mourir déjà très vite.
Et puis il y a également le fait qu'il y a souvent des non-dits. Il y a souvent les familles qui nous recommandent surtout de ne rien dire. Je crois que ça a été dit tout à l'heure par le professeur Baquet. Donc effectivement, c'est toujours très difficile donc, à quelqu'un qu'on aime de dire la vérité. On a peur de lui faire peur, on a peur qu'il se laisse aller, voire qu'il se suicide. On a peur du lâcher prise, on a peur du fait qu'il puisse mourir plus vite encore que prévu. Et donc on nous demande à nous souvent, à la fois de ne pas parler de soins palliatifs, et à la fois donc de ne pas dire la vérité. On s'aperçoit en pratique que dans la grande majorité des cas, sauf lorsque nous avons peut-être quelqu'un qui est dans un déni vrai, un patient qui ne veut vraiment pas entendre la vérité, et c'est son droit, on s'aperçoit que la plupart du temps, les patients savent, mais ne veulent pas eux-mêmes dire ce qu'ils ressentent et dire la vérité pour protéger leur famille et leurs aidants. Les aidants eux-mêmes sont dans la même attitude vis-à-vis du patient, et ce non-dit, en fait, crée un malaise, des difficultés au sein de la famille, au sein des accompagnants. Et notre rôle, c'est petit à petit, mais pas comme ça de façon brutale, mais c'est petit à petit de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a une autre façon de parler entre eux, et qu'en fait tout le monde est bien au courant de ce qui est en train de se tramer. Voilà. Il y a une socialisation qui est montrée dans le film qui aide énormément les choses, et quand on voit Dutronc partir de celui où il est seul et il arrive dans celui où il y a les autres, je trouve que c'est très important, et qu'à domicile, ce que je vois aussi dans mes patients, c'est l'histoire de l'épuisement des aidants, avec des patients qui restent à la maison. Et je crois qu'en France, on n'arrive pas à sortir de ce hors les murs. J'ose employer les murs, attendez 2 minutes, je termine, hein. Mais on n'est pas assez collectiviste, je vais dire, mais c'est pas, ça s'apprend, hein. On n'est pas au Québec, on n'est pas dans des pays qui sont plus ouverts à ça. Mais justement, je crois que ça pèse encore plus les choses parce qu'on est dans ces murs, dans son domicile. Et je trouve que dans le film, il montre bien ce partage à l'identique, si je peux dire, et qui allège les choses. Voilà. Mais bien entendu, lorsque la personne veut ou ne veut pas, ou ne sait pas, et qu'elle est en souffrance donc au sein de sa famille, ce serait bien qu'il y ait la possibilité d'étendre donc la prise en charge à l'extérieur, ça c'est évident. Hein. Mais voilà, pour moi l'idée c'est d'aider cette personne qui veut rester bien sûr chez elle. Voilà. L'épuisement des familles, c'est un sujet très important en ville. C'est pour ça qu'on essaie aussi bien de soutenir les familles, les aidants que les patients. C'est pour ça que la centre sociale a un rôle très important. Elle met en place très vite des auxiliaires de vie quand elles sont acceptées pour permettre aux familles de temps en temps de s'éloigner, de sortir, de reprendre donc vie. Encore faut-il expliquer aux familles que c'est très important qu'elles le fassent, qu'elles lâchent prise elles-mêmes. Donc on essaie de faire beaucoup pour que les familles puissent également, disons, se reposer un petit peu et tenir la distance. Y a-t-il possibilité d'action des bénévoles à domicile en fin de vie? L'auxiliaire de vie, de façon très pragmatique, souvent on lui demande elle doit rester auprès du patient en théorie, et que auprès du patient. Mais quelquefois on lui demande de faire un tout petit peu de ménage autour, d'aller faire les courses, de faire à manger, de faire certaines choses qui peuvent permettre encore une fois de soulager les familles. Le bénévole, par contre, donc, joue pleinement ce rôle de rester vraiment en contact avec le ou la patiente sur le plan spirituel en particulier. Donc peut-être Martine. Je peux tout à fait aller dans ce sens, effectivement. C'est une grande partie du travail des bénévoles que d'intervenir à domicile. Malheureusement, pour ce qui est de Jalmal, Nice, en ce moment, nos effectifs ne nous permettent plus d'y aller. Donc, quand vous serez nombreux venus vous former, on pourra de nouveau retourner accompagner les
patient à domicile, c'est quand même la grande volonté des gens, c'est de mourir chez eux, donc c'est vrai que c'est tout à fait notre place. Puis je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit, parce que je crois qu'il n'y a pas un lieu idéal de soins. Parfois c'est la maison, et là c'est important d'avoir le support d'un réseau et voilà, un étayage important. Parfois c'est l'unité de soins palliatifs hospitalière, parce que ça requiert une technicité importante. Et là on va essayer de trouver d'autres petits espaces. Bon, ça fait 3 ans qu'on s'est battu pour avoir un jardin devant l'USP, donc ça y est, il prend enfin vie, ce jardin, parce que cette sensorialité-là, je crois qu'elle est très importante. Mais dans l'offre de soins aujourd'hui en France, il manque un maillon, vous avez raison, entre la maison, la technicité de l'hôpital, qui sont des lieux tels que la maison de Gardanne, des lieux à la fois de répit pour les patients, pour les familles, des lieux de convivialité, d'échange, où la technicité du soin est moins prégnante. C'est pas des SSR, c'est pas des hôpitaux, c'est ça. On a, avec ce constat-là, eu l'idée de monter une association qui s'appelle Lien de Vie, pour créer une maison de soins palliatifs là, au sein de notre département. Donc on a bien avancé, mais je crois que c'est un projet qui va demander du temps. Mais voilà, ce constat est tout à fait réel. Donc moi je représente l'IFPS, l'Institut de formation pharmacie santé de la Chambre de commerce, qui est l'ANCFA. Et nous avons osé créer une formation il y a 10 ans que nous sommes sur ce projet. Elle a été mise en place il y a 3 ans, donc ici à Saint-Laurent-du-Var, qui est la première formation d'accompagnateur de fin de vie. Et nous avons osé donner ce terme-là aux personnes qui vont, donc aux soignants avant tout, puisqu'en fait c'est une spécificité, on ne peut pas parler de spécialité, de 210 heures de formation. La formation est passée devant la CNCP vendredi. Je n'ai pas le retour encore pour savoir si elle est diplômante, mais c'est une formation qui va devenir diplômant nationalement et qui permet donc, pour la première fois, vous avez parlé, Madame Binda, je crois, d'interdisciplinarité, et je vous rejoins tout à fait en disant qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est de former tous les professionnels qui prennent le patient en charge, que ce soit en structure, que ce soit au domicile, que ce soit en HAD, que ce soit en SIAD, que ce soit toutes les structures qui accueillent les personnes en fin de vie aujourd'hui, doivent avoir, enfin en tout cas, c'est ce que nous essayons de mettre en place, une formation transversale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt était de former des auxiliaires de vie, comme vous l'avez dit, Monsieur Bottero, mais également pour faire de la fin de vie et pas uniquement que de justement des tâches ménagères, etc., parce qu'elles aussi souffrent sur la prise en charge qui est faite, de former les aides-soignants qui aujourd'hui ne sont pas forcément outillés de façon pragmatique sur la prise en charge de la fin de vie, que ce soit en structure ou au domicile, et de former également les professionnels qui interviennent en EHPAD, en maison de retraite, parce que ce secteur est aussi dépourvu. Et j'intègre aussi dans ce secteur-là le secteur du handicap, parce qu'aujourd'hui, le handicap, les IME, rencontrent également des fins de vie et des fins de vie précoces. Donc cette formation, elle est, donc il y a 12 modules, hein, on n'est absolument pas sur le médical, nous ne sommes que sur le prendre soin. Donc en communication, et cette communication c'est aussi bien du verbal, du non-verbal, des ateliers d'écoute, vous avez parlé de silence, en effet ça me semble extrêmement important aujourd'hui de laisser la place à la parole de l'autre ou pas. D'apprendre aussi soi-même en tant que professionnel quelles sont nos croyances, notre posture professionnelle qui fait que ça peut être un frein aussi à l'écoute de l'autre. Et une fois qu'on aura compris comment aussi les professionnels fonctionnent eux-mêmes, personnellement, de pouvoir laisser la place à l'autre, de pouvoir justement interagir. Et c'est vrai que n'étant pas soignant, c'est une formation qui a eu du mal à prendre. Oui, il y a eu beaucoup de résistance, où j'ai eu la possibilité d'avoir notamment le Centre de lutte contre le cancer, la CASSAG qui a servi d'allié, de partenaire, parce qu'aujourd'hui ils ont formé plus d'une dizaine de soignants, l'unité de soins palliatifs d'Antibes également qui s'est positionnée, et le retour des professionnels qui ont été formés aujourd'hui sur ce dispositif, c'est de dire que ça a redonné du sens à leur métier. C'est-à-dire, certains se sont aperçus qu'en effet, leur métier n'était pas que technicien, pardonnez-moi si le terme n'est pas approprié, mais qu'ils pouvaient utiliser tout un tas d'outils qui étaient finalement l'écoute, ne pas se dérober sur une fin de vie, c'est-à-dire être là. Voilà, on ne sait pas forcément quoi faire, on ne sait pas forcément quoi dire, mais on est là. Et ça change, comme vous l'avez dit, Monsieur Flora, tout simplement pour ne plus décéder seul, ou le soir,
quand il n'y a personne à ses côtés pour pouvoir partir. Voilà. La place des médecines non conventionnelles dans les services de soins palliatifs ou à domicile. Donc nous on est une USP de jour, hein, une mini-USP, donc avec une équipe pluridisciplinaire où on a un sophrologue sur le centre qui intervient beaucoup et qui forme les équipes aussi à la prise en charge des patients. Donc avec une partie de l'équipe qui est aussi en train de se former à l'hypnose, donc essentiellement l'hypnose conversationnelle pour l'instant, et avec des groupes d'ateliers thérapeutiques sur la douleur, où intervient le sophrologue aussi, intervient un médecin douleur, une infirmière douleur et le sophrologue, pour faire la prise en charge globale de la douleur avec des ateliers d'auto-hypnose. Actuellement au centre, c'est à peu près tout ce dont c'est à disposition. Est-ce que vous êtes en lien avec l'établissement de ville de la Ligue contre le cancer? Oui, par contre, voilà, pour les patients qui sont alors, on peut, pour les patients qui sont ambulatoires, on peut les amener à se rapprocher de la Ligue contre le cancer, qui propose des ateliers plus vastes que nous avons. Donc, notamment, il y a Tachi, Yoga, il y a vraiment plein d'ateliers que les patients peuvent bénéficier avec l'avantage du dialogue et de l'échange avec les autres patients, ce qu'on rencontre aussi en atelier thérapeutique. On me parlait donc de la logistique, du manque de temps, du manque de personnel, du manque de formation. Est-ce que vous avez identifié les problèmes que ressentait ce chirurgien que vous avez rencontré? Enfin, d'où est-ce que ça vient tout ça? Il n'y a pas de chirurgien dans la salle. Mais justement, il est là. Non. Ben, c'est ce que je disais, c'est vraiment ce fossé qui existe encore, quand on essaye de combler, mais qui existe encore entre cette médecine identifiée technicienne, scientifique, et puis cette autre médecine que certains ont du mal un petit peu à étiqueter. Donc, alors il y a les USP qui sont bien définis, qui sont une bulle modèle, et puis l'intérêt de notre unité, c'est-à-dire c'est pas à part, quoi. Nous on a des lits au milieu de l'hôpital de jour chimiothérapie, quoi. Donc on côtoie la médecine technicienne, donc c'est pas toujours facile la mitoyenneté, parce qu'il y a une temporalité différente. Enfin, quand j'étais à côté de Martine, de Monique, pour essayer d'attendre si elle acceptait de me parler, je pense que ça a pris plus d'1 heure et demie. Donc 1 heure et demie, un médecin assis à côté d'un patient, pour certains, à ne rien faire, c'est hérétique. Donc il y a toujours cette ambivalence des médecins soins palliatifs qui font de la bisouthérapie. On s'assoit sur le lit du patient, on prend la main, on est gentil avec, par rapport à cette médecine technique. Et c'est là où je rejoins Flora, où c'est vraiment, parce que les soins palliatifs, ce sont des soins actifs, techniques, qui demandent beaucoup d'inventivité. Donc il y a du médical, il y a de la technique, il y a vraiment des choses actives, et qui n'annihilent pas complètement, et heureusement, au contraire, le côté humain. Donc cette mixité qui est parfois difficile au quotidien, je pense, fait avancer les choses, et le service existe depuis 2 ans et demi maintenant, et on a vu, alors au début ils étaient très réticents, et puis un apprivoisement, si je peux me permettre, mutuel, et puis maintenant vraiment du travail de collaboration sur les arrêts de chimiothérapie, une réflexion éthique vraiment collégiale, où le cancérologue trouve vraiment sa place et notre place auprès du patient. Donc petit à petit, il faut que les mentalités changent. Moi j'ai mis dans mon bureau, il y a une trottinette, une image trottinette, parce que la blague préférée au centre, c'est que
soins palliatifs, on a trottinothérapie, pendant que les cancérologues roulent en Ferrari. Donc c'est drôle, ça me fait rire. Donc on a une grosse trottinette dans mon bureau. Mais donc il y a encore ce hiatus, mais je trouve que voilà, mélanger, échanger et prendre les mêmes patients en commun en même temps. Parce que là, avec l'USP, c'est après. En général, le cancérologue ne voit plus son patient quand il part en USP. Alors que là vraiment, c'est ensemble qu'on peut prendre le soin. Et du coup, on apprend les uns des autres. Moi, j'apprends beaucoup des cancérologues, des chirurgiens. Mais voilà, on arrive à trouver une prise en charge globale, ensemble. Et c'est très instructif et c'est très apaisant pour le patient. Parce qu'il voit que tout le monde se parle et tout le monde va dans le même sens. Et ça les angoisse beaucoup moins. Ça les rassure. Par rapport aux chirurgiens, je pense que c'est... Il me fuit, je le vois, quand il me voit dans le couloir, maintenant il me fuit, mais c'est pas très grave, c'est son difficulté à lui, donc c'est pas grave. Mais je crois que ça tient à notre formation, et le professeur Baquet disait très bien, moi j'ai pas su dire à ce patient que ça allait pas bien ou qu'il allait mourir, j'ai préféré lui dire que ça va, quoi, et lui laisser l'espoir, mais pas parce que c'était bien pour ce patient, parce que c'était bien pour le chirurgien à ce moment-là. Donc je crois que ça tient à la fois à notre formation, qui manque cruellement de temps et d'espace pour réfléchir sur notre pratique et notre positionnement en tant que soignant, dans la formation initiale, et ensuite pris dans la temporalité de nos métiers où ça va souvent vite, où il faut faire beaucoup de choses, dans un temps réduit, avec des contraintes institutionnelles. On a peu d'espace pour discuter, peu de supervision, peu de rencontres, d'échanges entre soignants, et je crois que les seuls qui font ce travail-là, c'est parce que c'est une volonté propre de ces soignants, alors qu'il me semble que l'institution devrait pouvoir proposer ces espaces-là, et c'est une vraie nécessité aujourd'hui, et ça n'existe pas ou pas assez. Et pour moi, clairement, c'est la formation qui a à revoir, c'est-à-dire qu'on fait une formation vraiment basée principalement sur la technique, sur la maladie et sur l'organe, et sur les systèmes. Voilà. Et puis on passe à l'impasse, en fait, tout le côté justement du prendre soin qui doit être organisé dès le départ. Et puis, donc parti sur cette formation-là, on se retrouve avec des très grands techniciens. Moi j'ai été, en fait, il y a quelques années, moi je travaille depuis 2006 sur le postulat de changer la formation des médecins. Mon but, c'est pas de former la formation que des médecins, mais de commencer par les médecins. Et je suis allé voir des doyens qui sont intéressés quand je les vois individuellement, et puis en fait, quand ils en parlent après avec leur père, ça s'effiloche. Donc au bout d'un moment, je suis allé voir les étudiants en médecine. Je suis passé par le bout, parce que les étudiants en médecine, aujourd'hui, sont écoutés quand même dans les facultés de médecine. Et en fait, quand je leur disais qu'ils faisaient une formation scientifique, ils me regardaient avec des grands yeux, ils me disaient, mais nous, on ne fait pas une formation scientifique, on n'a pas le sentiment, on fait une formation technique. On fait une formation technique, simplement. Et donc, pour revenir là-dessus, il y a cette formation qui est très organisée au travers du geste technique, et puis les étudiants ne sont pas préparés, en fait, à la relation de soins. Et donc, et c'est pas que les étudiants en médecine comme ça. Et de mon expérience au Québec, je peux même vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas former juste les médecins et les autres professions de santé, il faut aussi former en fait, les directeurs des établissements de santé, quoi. Parce que si on ne forme pas ceux qui pilotent les établissements ou les réseaux, parce que la volonté de la loi de 2009, c'était quand même de sortir de l'hospitalocentrisme, ce qui n'est pas vraiment réussi pour l'instant, il faut aussi former, sensibiliser les responsables, ceux qui pilotent en fait économiquement, parce qu'aujourd'hui c'est le principal angle, mais qui pilotent tous ces systèmes, quoi. Et moi, je suis impatient, moi je veux bien qu'on parle d'économie, mais il faut parler aussi d'économie dans le cadre de la maladie, c'est-à-dire l'économie du fait qu'en fait, le patient il a moins d'énergie, c'est aussi de l'économie. Le fait que l'infirmière elle court dans tous les sens, c'est aussi de l'économie. Et il faut englober d'autres indicateurs que les indicateurs actuels si on parle d'économie. Il ne faut pas juste parler de l'argent qu'on dépense, parce qu'en fait, on a quand même dans les systèmes de santé occidentaux, quoi, on est quand même à chaque fois dans le mur, quoi. Donc c'est que ça ne marche pas, le système en plus. On essaie de faire des économies d'un système qui ne marche pas. Donc il faut réinterroger en repositionnant les indicateurs et en formant différemment tous les acteurs. Quand je passe en Belgique, parce que bon, j'ai été faire un congrès de soins palliatifs,
mais vous êtes différents en Belgique pour qu'est-ce qui fait votre différence avec la France au niveau du système de santé et d'accompagnement des... Vous êtes là, c'est pas pour rien. C'est vrai, hein. Je pense qu'il faut... C'est très compliqué à faire, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'on est dans des pays aux cultures différentes et que la France est quand même, de mon point de vue, très fortement marquée par une forme de rationalité scientifique qui n'est pas du tout absente en Belgique, mais qui est modulée, je dirais, d'une autre manière. On a aussi, je dirais, dans les rapports à l'intérieur des structures, c'est quand même en général, pas toujours, mais moins hiérarchisé, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est un élément de réflexion. Oui, je pense qu'il faut le situer plutôt au plan culturel. Maintenant, il y a peut-être un élément, j'essaie généralement d'éviter d'en parler, mais il y a quand même un élément qui est déterminant pour la question des soins palliatifs, c'est que nous avons en Belgique depuis 2002 une loi sur l'euthanasie. Et la loi sur l'euthanasie a nécessairement, c'était la même année, requis une loi et des moyens pour les soins palliatifs. Parce que sinon, la même année, en 2002, on a eu comme en France la loi sur les droits des patients, plus une loi sur les soins palliatifs et une autre sur l'euthanasie. Parce que si on n'avait pas eu la loi sur les soins palliatifs et les moyens qui vont avec, c'était comme si on donnait l'impression qu'il n'y avait qu'une seule issue. Hein, voilà. Et donc il y a tout ce qui a été développé au niveau des soins palliatifs avec, donc c'est organisé par région, si vous voulez, avec aussi tout un système de soins palliatifs à domicile, etc. Voilà. Donc il y a aussi là quelque chose à un certain moment, quand la prise de décision politique est prise et que les moyens sont mis, ça peut évoluer, ça peut se développer. Mais il y a la décision politique, et je vous disais très rapidement à partir tout à l'heure, ça rejoint aussi ce que vous disiez par rapport au directeur d'établissement, mais je veux dire du mal de personne, simplement que c'est assez troublant de voir combien les personnes qui prennent des décisions ne savent pas vraiment de quoi elles parlent. Et donc, on prend des décisions à propos d'une pratique que l'on a l'illusion de connaître, mais que l'on ne connaît pas. Et l'illusion de connaître la pratique, c'est finalement réduire cette pratique à sa dimension technoscientifique, c'est-à-dire aux actes qui se posent. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a l'illusion de pouvoir mesurer, par exemple, ce qu'on appelle une charge de travail, alors qu'on ne fait que mesurer des actes. Mais les actes ne sont pas la charge de travail. Voilà. Et je vous rejoins tout à fait. On a des systèmes, que ce soit en Amérique du Nord ou chez nous ici, qui n'arrêtent pas d'aller dans le mur et on s'obstine à vouloir essayer de trouver quelque chose qui va maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. On n'est pas capable de réinventer, si vous voulez. Voilà. Bon, on ne va pas désespérer, mais je pense qu'à un certain moment, il y en a peut-être qui vont prendre conscience que ça ne marche pas. Et il y a un point sur lequel vous avez abordé. Peut-être que ça va surprendre, mais de mon point de vue, il n'est pas exclu que ce qui peut nous sauver, nous tirer d'affaire, c'est la réflexion économique. C'est de se rendre compte aujourd'hui du gaspillage financier qu'il y a avec l'organisation que nous avons. Tous les exemples qui ont été donnés, le film et ce dont on a parlé, c'était des patients atteints d'un cancer, si j'ai bien compris. Alors, je voudrais savoir si les soins palliatifs s'appliquent aussi et si on a les moyens de les appliquer, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'auront pas la chance de mourir d'un cancer. Et comment sont-ils traités? À l'origine, ce n'était pas du tout une maison destinée pour les patients atteints de cancer. C'était pour les patients atteints de sida. Il faut se rendre compte que dans les années 1983, 4, 5, les personnes atteintes de sida parfois ne pouvaient pas entrer à l'hôpital parce qu'on avait trop de peur par rapport à... On est exactement dans le même contexte que ce qui vient de se produire récemment avec Ebola. C'est que Ebola, c'est loin de chez nous, le sida, c'était chez nous. Et c'est dans ce contexte-là que la maison à Gardanne a été créée pour atteindre les patients atteints de sida, parce qu'à l'époque, à de rares exceptions près, c'était une espérance de vie de l'ordre de 6 mois, si vous voulez. Aujourd'hui, sur l'USP, c'est vrai qu'on accueille à peu près, je pense, 80% de patients atteints de cancer, mais pas que.
Donc il y a des pathologies neurologiques aussi, ou des pathologies parfois, des polypathologies complexes du sujet âgé. Voilà, donc c'est pas que du cancer, bien que le cancer soit la pathologie principalement représentée dans les patients qu'on suit sur le département de soins palliatifs. Les services de cancéro savent que le soin palliatif existe. Hein. C'est juste une histoire aussi d'information quand même. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en fin de vie sur une problématique qui n'est pas une problématique très fléchée, ben, il ne sait pas que ça existe, quoi. C'est tout simplement pour ça. Je voulais rassurer madame qui disait demain on aura peut-être des médecins qui se formeront. Je vous rassure, on y a pensé, donc je suis médecin généraliste. Donc il y a déjà un grand nombre d'années qu'il y a des formations qui attirent un certain nombre de participants, mais dire aussi à monsieur Luigi que tout ne se résout pas par des formations, ça a été bien dit. Je crois que tout ça doit se vivre sur la base du volontariat, faute de quoi on aura des personnes formées qui n'adhèrent pas. Ah oui, non, c'est sûr. Dans les facultés, on connaît bien ça. Et ce que vous faites, vous, en étant venu aujourd'hui, tous les efforts que vous faites, vous, font largement autant que les formations, même s'il faut les formations pour ceux qui sont demandeurs. Après, l'articulation à trouver, c'est comment devient-on demandeur d'une formation. Et en tant que, disons, père venant de pays d'où il ne pleut pas, je dirais qu'un médecin traitant qui déçoit souvent, peut-être Yvon Bottero, j'espère que non, mais un médecin traitant qui a vécu, après toutes ces années de bricolage, d'improvisation, de tristesse absolue, une fin de vie chez des patients de longue date, avec une famille avec laquelle on a une histoire, une fin de vie qui se déroule bien, le mieux possible, pour laquelle on vous remercie après. Je pense qu'après, on va vouloir se former encore plus, ne plus jamais s'arrêter. Je tiens à remercier donc, tous les membres de l'équipe de la Maison de la Médecine et de la Culture, remercier les institutions, donc le CHU de Nice et Martine Rajmal, donc, qui nous a mis à disposition gracieusement ce beau galet. Donc en partenariat donc, avec le CHU, en partenariat avec le Centre Antoine Lacassagne, en partenariat avec la Faculté de Médecine, donc le laboratoire I3DL de Nicole Biagioli, le GFERS de Walter Esbel, donc je vais faire le 5 et 6 juillet une formation à Paris avec le GFERS sur éthique et pédagogie. Voilà, une formation de 2 jours à Paris. Donc je remercie la plateforme C3S, donc les bénévoles, Jalmal, mais aussi Palia Aide, et puis j'avais eu aussi un contact avec les Blues Roses. Vous êtes là? Ah ben voilà, bravo. Donc tous les intervenants, à la lecture Paul Laurent, au graphisme Faustine Najman, qui nous fait ces belles affiches à 3 mois, à partir d'une photo initiale de Jean-Louis Martinetti. Et à la technique, donc Ben Walter, pour signaler que toute est vidéo enregistrée et accessible en ligne, en accès libre. Et on espère que vous nous donnez le droit à l'image. Robin Jouan, donc, au système socratique, qui est étudiant en médecine en 5e année et qui participe beaucoup à ce qui s'appelle la clinique du Galet, aux séances qui se passent ici, avec les étudiants en médecine. Donc Raphaël Patania, technicien au Galet, l'Astrada, Nice Matin, la briqueterie, les éditions Célie Arslan, les éditions Approche. Voilà, je vous remercie.